nous, l'Europe, ce sont des échanges de clients, bien évidemment, à travers les frontières, des échanges de personnel qui viennent travailler d'un pays à l'autre. Ça peut être des opportunités comme des contraintes. Opportunités parce que ça peut permettre d'ouvrir des marchés, ça peut permettre de se différencier. Contraintes parce que tout simplement, c'est souvent des coûts en plus. Elle est en train de nous assassiner, j'ai envie de dire à petit feu, elle nous assassine. Plus d'Europe, je ne suis pas sûr que ça serve. Moins d'Europe, c'est sûr que non. Mais mieux d'Europe, ce serait beaucoup mieux. Selon le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, l'impact des normes européennes est très variable. Tour d'horizon, des aides, des contraintes, des plus et des moins avec différents professionnels de la région. Première destination Saint-Jean-Cap-Ferrat. Nous partons à la rencontre d'une espèce en voie de disparition sur la Côte d'Azur, l'artisan pêcheur. Dire qu'avant, Saint-Jean, c'était un village de pêcheurs. Il y avait des 30-40 pêcheurs. Et maintenant... Il y en a un. Ouais. Il y en a un. Mais bon, c'est dommage. Dans la famille Alary, on est pêcheur de père en fils depuis 5 générations. Arnaud a préféré les bancs de poissons à ceux de l'école dès l'âge de 16 ans. Avant, c'était un métier de liberté. Maintenant, malheureusement, c'est plus du tout un métier de liberté. Pour gagner notre vie, il faut y aller. Et alors, quand nous pond des lois, ils croient que c'est facile, qu'on nous remplisse 50 papiers à chaque fois. Toute cette législation, c'est très dur pour nous, quoi. Arnaud est en mer 10 heures par jour, du lundi au samedi. Son tracas numéro 1, les quotas. Pas le droit de pêcher plus de 5 thons et 10 espadons par an et par bateau. Tout ce qui est prélevé doit être noté, c'est très encadré. Si on prend un thon aujourd'hui ou un espadon, il faudrait que j'appelle le Cross-Etel, qui est là-haut en Bretagne, pour faire un préavis de 4 heures pour pouvoir le débarquer. Tant que les affaires maritimes ou les gendarmes maritimes ne viennent pas pour le déclarer, mettre la bague, tout ça, on n'a rien le droit de faire. Une réglementation très stricte et pesante qu'il est préférable de respecter. L'amende pour un thon pêché non déclaré est salée, 1 500 € par kilo. Pour maintenir son activité et s'assurer un revenu correct, et voilà. Arnaud mise sur une pêche de qualité, sur des pièces très recherchées. Ça, c'est les langoustines que je pêche. Ça, je pêche entre 350 et 450 mètres de fond. C'est du boulot, ça. Ça, c'est énormément de boulot. Je crois que c'est le plus gros de mon travail, c'est ça. Et ça, c'est l'homard bleu. On en a un petit peu en Méditerranée. Homard et langoustine restent une fierté pour Saint-Jean-Cap-Ferrat et un produit attractif pour les vacanciers. Avec 11 millions de visiteurs par an, le tourisme est une force de l'économie azuréenne, un secteur qui n'échappe pas aux décisions prises à Bruxelles. Dans l'hôtellerie, un label écologique vient de voir le jour. Il faudrait le positionner là. Une distinction bien accueillie, tout l'inverse du nouveau texte européen appelé DMA. L'idée était de rendre plus équitable la réservation de chambres sur Internet. Lorsque vous recherchez un hôtel sur Google, vous arrivez sur un géant du web, une plateforme, un comparateur de prix, et non sur le site de l'hôtelier. L'objectif était donc de donner plus de visibilité aux propriétaires des établissements, une intention louable qui a complètement buggé. Nous, hôteliers indépendants ou groupes hôteliers, n'avons plus du tout accès à la première page de Google. Ce sont donc les géants du numérique entre eux qui squattent les premières pages de Google. En anglais, on appelle ça des gatekeepers. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ils tiennent les clés, ils tiennent la porte. Donc ce sont des gens qui ont des expériences, une expérience du numérique qui est bien plus importante que l'ensemble des spécialistes qu'on peut avoir à la Commission européenne, qui sont des gens de bonne volonté, mais qui n'ont pas forcément les mêmes compétences. Les répercussions financières sont considérables car à chaque fois qu'un client réserve une chambre sur des sites comme Booking, Kayak ou Last Minute, l'hôtelier reverse une commission, 15 à 20% du prix affiché. Pour rectifier le tir, limiter cette concurrence, les groupements d'hôteliers ont déposé des recours. Rivaliser avec les géants du web n'est jamais simple, mais pas impossible. La preuve avec une nouvelle réglementation européenne sur les séjours courte durée qui s'appliquera aux mastodontes de la location, Airbnb. Cette réglementation, elle va mettre en place l'obligation pour les plateformes d'enregistrer chaque location avec un numéro d'immatriculation qui sera sur le même format pour l'ensemble des pays européens. Via ce numéro d'immatriculation, derrière, c'est magique, on permet aux villes de réclamer de la taxe de séjour.
de procéder au changement d'usage, puisque ce n'est pas le même usage, l'habitation et la commercialisation. Et puis, à terme, de récolter de la TVA. Ça, c'est très, très important. Une avancée qui mérite d'être arrosée. L'Europe protège, l'Europe subventionne. La viticulture française bénéficie d'aides importantes, 265 millions d'euros par an. Une part profite à notre région et ses 6000 exploitants. Direction le Var, numéro 1 de la production mondiale de rosé. Vous vous trouvez donc aux caves du Commandeur à Montfort-sur-Argent, une cave coopérative sur laquelle on produit 94% de rosé. Effectivement, on a besoin d'énormément de matériel pour l'élaboration de vins rosés, parce qu'on a une gestion de froid et de temporalité dans le traitement de la vendange qui est très importante. On a eu recours à des investissements colossaux de l'ordre de 11,5 millions d'euros en plus de 20 ans. 22% de cet investissement a été financé par l'Europe. Un soutien savoureux. Sentiment identique à l'égard des labels d'identification de qualité et d'origine. L'Europe protège effectivement, de par les vins à indication géographique, et protège les dénominations. C'est-à-dire qu'on a un enregistrement des dénominations, que ce soit IGP Var, AOP Côte de Provence, AOP Coteau-Varois ou Coteau d'Aix-en-Provence. Et donc ces dénominations-là sont enregistrées et sont protégées à l'international de toute contrefaçon ou similitude. Dans cette coopérative varoise, l'amertume se manifeste à l'évocation de certaines normes environnementales. Gestion des sols, usage des produits phytosanitaires. L'Europe est jugée trop drastique, trop pointilleuse. Il ne faudrait pas que les grands penseurs européens, au niveau de la Commission européenne, perdent le concret et la vie des territoires. Et la vie de ceux qui animent les territoires. Avec le pacte vert, l'Europe a choisi d'être à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. De nouvelles dispositions apparaissent. Les entreprises doivent s'adapter, comme Malongo, le célèbre torréfacteur installé à Carrosse près de Nice. Ce matin, séquence dégustation, un nouveau décaféiné est testé. Il est bien, ouais. Très bon. Bien acidulé. Le café est validé. Le stress du déca est fini. Place au stress du formulaire. Une nouvelle directive européenne oblige Malongo à géolocaliser les zones de récolte, à prouver qu'aucun champ de café n'est issu de la déforestation. D'un point de vue administratif, ça va nous obliger à remplir des certificats, à mettre en place des papiers pour l'Europe. Avec 7000 tonnes de café vert importé chaque année, le millefeuille administratif s'annonce copieux. L'Europe, c'est à la fois des contraintes et des débouchés. Le torréfacteur l'a bien compris en se lançant dans la fabrication de machines à expresso. Sur l'ensemble des pays européens, il y a les mêmes normes, les mêmes règles, ce qui nous permet, nous, dans le cas d'être fabricants de machines de petits électroménagers, donc une machine à expresso, de la vendre dans l'ensemble des pays sans aucune difficulté. L'Union fait la force de vente. Avec 27 pays réunis, l'Europe est un marché majeur, porteur. Ce n'est pas Frédéric Marty, économiste et chercheur au CNRS, qui le contestera. C'est quand même un marché unique. Regardez nos amis britanniques avec le Brexit et les difficultés pour les importations et exportations de produits. Donc l'Europe nous permet l'accès à un marché plus large. L'Europe permet également la protection des données d'origine géographique pour les produits, et ainsi de suite. Elle permet une concurrence libre et non faussée. Tous les pays doivent être logés à la même enseigne et parfois ça dérange, ça surprend. Très récemment, le droit du travail français a dû se conformer à une directive européenne. Depuis le 22 avril, une loi prévoit que les salariés en arrêt maladie non professionnelle ont le droit d'acquérir des congés payés pendant leur arrêt de travail. Les salariés sourient, les patrons, eux, grimacent, comme ici dans ce club d'entreprise de la Plaine du Var qui emploie 8000 personnes. Dorénavant, si vous êtes en maladie, ce qu'on appelle non professionnelle, donc vous avez une grippe, vous avez un accident de ski, eh bien, vous allez cumuler 2 jours de congés payés par mois, alors même que vous êtes malade, en fait. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Ça veut dire que tous les employeurs sont a priori concernés dans le secteur privé. Et ça veut dire que c'est un surcoût
potentiels. Dans le monde de l'entreprise, justement, on se fait un peu du souci. C'est quoi la réaction à cette nouvelle loi, du coup? C'est un peu une réaction épidermique de dire, encore une fois, d'où ça sort et pourquoi on vient nous rajouter, encore une fois, des coûts. Globalement, l'Europe restera, à mon sens, toujours un levier qui vient toujours chatouiller le chef d'entreprise. L'Europe impacte le monde du travail et peut parfois faciliter des reconversions. C'est ce qui est arrivé à Nicolas Lassoc. Docteur en chimie, il a travaillé pour des grands groupes aux États-Unis et en Allemagne avant de tout plaquer et de se lancer dans l'agriculture biologique. C'est un changement de vie radical. Moi, je dis souvent qu'il y a un facteur 9. Je travaille 3 fois plus et je gagne 3 fois moins. Mais au final, je suis peut-être 3 fois mieux aussi, quoi. Donc c'est intéressant pour ça aussi, le cadre de vie. Nicolas est établi à Carrosse depuis 8 ans. La mairie lui loue 1 hectare à un prix très intéressant et l'Europe, qui encourage l'installation des jeunes agriculteurs, lui a donné 17 000 €. Je pense que toute entreprise qui commence, c'est les 5 premières années qui sont cruciales. Et si on passe ce cap des 5 ans, normalement, on réussit. Et là, c'est vrai que l'aide financière de l'Europe permet de passer ce cap, en fait. Moi, ça a été primordial pour mon installation. Sous les 500 mètres carrés de serre, on trouve un peu de tout. Les premières tomates de la saison. Des cœurs de bœuf, des coccinelles, des plants de courgettes. Aujourd'hui, l'exploitation de Nicolas est rentable, ses produits se vendent bien et l'Europe lui verse 2 000 € par an. Il apprécie tout en s'interrogeant sur le mode de répartition des aides. Donc on reste sur un système à l'hectare. Et plus on est gros, plus on touche d'aide. Et au final, il faudrait plus voir qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on utilise pour produire ça. Il y a des chiffres que j'aime bien rappeler, c'est-à-dire qu'avant-guerre, on mettait 1 calorie d'énergie dans un champ, donc le travail humain ou cheval, et on en sortait 2. Aujourd'hui, il en faut 7 pour en sortir 1 avec nos systèmes agro-industriels. Donc en bio, nous, on arrive à être positif au niveau d'énergie. Et ça, c'est pas du tout reconnu au niveau des aides de la PAC. Et je pense que ça devrait l'être, si on veut avoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Pas toujours facile de peser, d'être entendu lorsque l'on est une petite structure. Les collectivités l'ont bien compris et s'organisent pour avoir l'oreille de l'Europe, capter des fonds, financer des projets. À Nice, par exemple, le tramway a bénéficié de crédits et de fonds européens, 6,54 millions € de subventions pour les rames, les nouvelles gares et les parkings. Dans cet immeuble de la métropole, 15 personnes travaillent à plein temps pour décrocher des aides. Donc là, vous avez un petit aperçu avec, il ne faut pas oublier la deuxième moitié, voilà, d'un projet européen. Donc c'est vrai que c'est des projets qui sont un petit peu compliqués, qui demandent beaucoup de pièces, mais c'est des fonds qui sont assez importants. Alors bonjour à tous, merci d'être ici. On est là pour faire un peu le point, un point d'étape sur le Fonds européen de développement régional, le FEDER. Là aussi on a touché pas mal d'argent. Dorian, on en est à combien alors? C'est une enveloppe d'environ 10 millions d'euros qui a été attribuée, dont la moitié a été fléchée vers les quartiers politiques de la ville, donc les quartiers prioritaires. C'est vraiment des sommes importantes et aujourd'hui, je pense que les collectivités, elles ne peuvent pas se passer de cet argent dans le contexte de raréfaction des finances publiques. Nous, sur notre collectivité, sur la ville de Nice et la métropole, on a eu 37 millions d'euros sur les 7 dernières années. Transport, culture, social, environnement, les fonds européens participent à notre quotidien. À l'échelle régionale, de 2014 à 2020, 4,6 milliards d'euros ont été collectés et investis.